Arrondissement Balkany, le show Balkany, on en parle avec Cécile Denré, grand reporter qui a suivi toutes les audiences. Avec nous également Laurent Isa, l'avocat fiscaliste, Sébastien Blanc, membre de l'association des contribuables de Levallois-Perret, et puis Laurent Neumann. Balkany qui avait été apparu sonné à l'issue du premier volet sur la fraude fiscale. Là ce matin, c'est sa dernière chance, il risque encore plus gros. Il est dans quel état d'esprit? C'est toujours plus facile pour un prévenu la journée où c'est la défense qui va prendre la parole parce que ce sont enfin ces arguments qui vont être entendus. Il est plus sur le grill. La journée la plus pénible, c'est évidemment celle du réquisitoire où là, 7 années de prison ferme avec mandat de dépôt ont été réclamées à son encontre. Il a toujours, ceci dit, affiché plutôt un grand sourire en arrivant à l'audience. Il a toujours dit qu'il était serein parce qu'il estime qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher. Patrick Balkany, il a reconnu la fraude fiscale, ça il reconnaît qu'il de l'argent en Suisse, hérité de son père, mais il dit qu'il n'a jamais lui-même placé d'argent personnel sur ses comptes à l'étranger et que finalement sa faute c'est de ne jamais avoir rapatrié ces sommes d'argent-là. Par contre, il s'est toujours défendu du reste du dossier qui était vraiment le cœur de ces 5 semaines écoulées de procès, à savoir la corruption. Il a toujours dit « je n'ai jamais été corrompu », avec des arguments plus ou moins crédibles pour convaincre les juges sur ce point-là. Et puis, il a aussi affirmé qu'il n'avait pas blanchi en tant que tel de l'argent en cherchant à avoir des sociétés compliquées, mais que c'était finalement son gestionnaire de patrimoine en Suisse qui avait pris des initiatives pour lui et qui ne s'était jamais vraiment intéressé à ça. Voilà pour sa défense et c'est ce que va plaider aujourd'hui son avocat. Il y a sans doute une double plaidoirie, un plaidoirie sur le fond du dossier, plaidoirie sur la peine aussi, parce que les réquisitions étaient jugées très sévères par Éric Dupond-Moretti. Sébastien Blanc, est-ce que d'abord, d'un point de vue personnel, vous attendez avec une forme de curiosité les derniers mots de Patrick Balkany tout à l'heure? Alors, je ne sais pas si ce sont ses derniers mots, mais tout au moins ceux de son avocat, parce que je crois qu'il a dit qu'il ne se prononcerait plus, qu'il ne répondrait plus. Oui, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de questions et pas toujours de réponses ou des réponses un peu parfois confuses. Personne ne reproche à Patrick Balkany d'avoir hérité et d'avoir un héritage familial. Il l'a justifié avec une explication, une origine familiale. Ce qui est sous-jacent, et c'est le fond du dossier, c'est pour ça qu'il y a des réquisitions qui sont fortes, c'est la corruption, la prise illégale d'intérêt. Donc c'est sur ces éléments qu'on a besoin de réponses. Je ne sais pas ce qu'apportera Éric Dupond-Moretti sur ces éléments-là, mais c'est quand même le sujet, parce que c'est ce qui concerne directement le contribuable et son rôle et sa fonction de maire actuellement à Levallois. Laurent Isa, on l'a vu pendant les audiences, client pas évident à défendre, un dossier complexe et client complexe lui aussi. Ouais, de toute façon, c'est évident que le client est très difficile à défendre, mais je pense qu'il faut rester sur le champ du droit. Et en droit, si la fraude fiscale est avérée parce qu'il la reconnaît, parce que, comme il le dit, il n'a pas déclaré des fonds possédés à l'étranger. Mais à ce que je peux savoir du dossier, c'est que personne n'a prouvé que l'origine des fonds était frauduleuse. Personne n'a prouvé qu'il a constitué des revenus à l'étranger, en tout cas de sources étrangères, et personne n'a prouvé non plus la corruption passive. Au fond, c'est une impression un peu dure et violente que nous avons ici du procès. Encore une fois, même si la fraude fiscale est avérée, la punition sera évidente. Il y aura d'abord saisie des biens, il y aura des sanctions, des pénalités, des amendes. Mais au-delà de ça, je trouve que le dossier est un peu léger. Et donc, il me semble que le procès politique dont vous avez évoqué tout à l'heure la notion me paraît d'une évidence absolue. Faire un exemple? Faire un exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans la confusion entre la morale politique, la probité politique, et ça me paraît évident. Mais est-ce que c'est le sujet, le lieu de ce débat? Et donc, il me semble que là, les avocats ont intérêt à peut-être faire très attention à ce qui va se passer. Juste avant de venir vers vous, Laurent Neumann, je voudrais juste avoir votre avis, Cécile Denré. On n'est pas passé à côté du dossier parce qu'il y a eu beaucoup d'outrances au cours de ces 5 semaines d'audience. On a quand même eu du fond. Oui, on a eu du fond. Le président du tribunal avait pris soin de chapitrer vraiment chaque point du dossier, à chaque journée, sa thématique pour pouvoir interroger Patrick Balkany précisément sur chaque point. Mais finalement, rien n'a émergé de neuf par rapport à ce qui avait été défini à l'instruction dans ce dossier-là. Patrick Balkany, il reste sur ses positions. Il y a eu un seul témoin entendu dans ce dossier-là, qui est un banquier suisse qui est venu rapporter des propos tenus par un proche de Patrick Balkany
Balkany, de teneur, a laissé penser qu'il y avait peut-être eu à un moment une entente entre tous ces protagonistes-là pour effectivement organiser la corruption. Mais rien n'a émergé véritablement à l'audience de très neuf, même si tout a été évoqué. Avant le volet politique, Laurent Isal, vous vouliez ajouter quelque chose sur le banquier suisse? Cécile Danré a dit quelque chose de très important sans peut-être s'en rendre compte, c'est que en fait, la collusion, si on peut parler comme ça, des protagonistes est très importante dans le dossier. Il n'y a pas de fonds détenus à l'étranger sans une banque qui fait ce qu'on appelle son service de compliance. C'est-à-dire en fait, elle va chercher à connaître son client. Donc il y a beaucoup de protagonistes qu'il faudrait identifier pour comprendre à quel point il y a eu, oui ou non, de la fraude. Je crois que vous avez raison de dire qu'il faut rester sur le terrain du droit. Oui. Et en droit, il y a un principe absolu, c'est la présomption d'innocence. Jusqu'à l'énoncé du jugement, Patrick Balkany, quoi qu'on en pense du personnage, est présumé innocent. Par ailleurs, les magistrats, je crois qu'ils jugent en droit, mais ils jugent aussi en opportunité. C'est ce qu'on appelle l'individualisation des cas. Voilà, la justice est individuelle. C'est pour ça que je pense à titre personnel que ça n'est en aucun cas un procès politique. C'est le procès d'un responsable politique, citoyen, certes, mais responsable, qui explique sans doute les réquisitions du parquet. Et là, il faut dire aux gens qui nous regardent, le réquisitoire, c'est pas le jugement. Et d'une certaine manière, le parquet est parfaitement dans son rôle de vouloir faire de Patrick Balkany un exemple, parce que par ailleurs, non seulement il est contribuable et citoyen, élu de la République, et donc il a sans doute des devoirs un peu plus importants que la moyenne des gens. Ça n'est pas tout à fait un contribuable comme les autres. Mais il a beau être responsable politique, ça n'en fait pas un procès politique. Et encore une fois, on verra ce que dira le jugement au final. Et puis un dernier mot, certains s'étonnent des propos tenus par l'avocat de Patrick Balkany. Mais là encore, comme le parquet, l'avocat, il est parfaitement dans son rôle. On peut trouver ça désagréable parce qu'on n'aime pas Patrick Balkany, mais M. Dupond-Moretti, il est l'avocat de Patrick Balkany. Et donc, il le défend. Et donc, parfois, avec des arguments qui peuvent nous agacer. Mais c'est son rôle. On peut réagir. C'est son rôle, bien sûr. D'abord, je pense que vous avez absolument raison dans la synthèse que vous venez de faire. Mais je ne parlerai pas, encore une fois, d'individualisation comme vous l'avez fait. Je dirais simplement, la loi s'applique pour tous, hommes politiques ou simples contribuables. Je pense que derrière vos propos, il y a une volonté, et je la comprends, de dire, écoutez, hommes responsables, vous avez des devoirs et des obligations plus que les autres, mais c'est virtuel. En fait, c'est très personnel. Dans un cadre judiciaire, il faut rester et se cantonner à vérifier, identifier que la loi a été fraudée et que le contribuable n'a pas respecté ses obligations. Vous avez parfaitement raison. J'ajouterai juste un argument. Je crois que le consentement à l'impôt dépend aussi de la façon dont les élus de la République y participent. Donc c'est très important. Donc ça veut bien dire qu'ils ont un rôle de modèle en C'est un paradigme. L'homme politique devrait être un paradigme. Voilà. Il ne l'est pas. Et donc, d'une certaine manière, on peut s'étonner que les citoyens réclament à la fois beaucoup de transparence et d'exemplarité de leurs élus, mais même un élu condamné peut de toute façon être réélu. Donc il faut aussi des citoyens exigeants. Derrière mes propos, je voulais dire aussi qu'il y a des centaines de situations qui n'ont pas été réglées à ce niveau d'intensité et qui ont été réglées, je dirais, à l'amiable, sans les caméras et sans procès politique. Là, ce qui est intéressant, pardonnez-moi, mais ce qui est intéressant dans le cas précis, c'est le montant de la fraude, la durée de la fraude et puis tous les mécanismes qui ont été mis en place. Pour vous, peut-être que c'est votre quotidien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais pour le commun des mortels, les sociétés écrans dans les paradis fiscaux, les sociétés offshore, les prête-noms, etc. Pardonnez-moi, c'est pas la vie du commun des mortels. Ce sont les sociétés fiduciaires qui se trouvent dans des pays à juridiction privilégiée. Ce sont les banques qui ont participé à coordonner tout ça. Si vous pensez que M. Balkany ou d'autres ont constitué eux-mêmes, avec leurs petites mains, les contrats fiduciaires et la création des sociétés et l'ouverture des comptes bancaires derrière. Lui-même, il dit qu'il ne comprend rien. Sébastien Blanc, est-ce que pour le... Là-dessus, il a été parlementaire et législateur. Et il y a eu deux opportunités dans le temps, et je sais que vous le comprenez, il y a eu deux opportunités dans le temps, aussi bien sous Édouard Balladur que sous Éric Woerth, où il y avait la faculté de rapatrier ses fonds, et il eût été préférable qu'il fasse un mea culpa, qu'il rapatrie ses fonds. C'était tout à fait entendable, personne ne lui reprochait ça. Il a eu deux opportunités qu'il n'a pas saisies, donc quelque part, aujourd'hui, cette médiatisation et cette pression, on parlait d'exemplarité. L'idée n'est pas de le rendre exemplaire, la peine doit être individualisée.
mais il en est un exemple parce qu'il a sciemment caché et il n'a pas fait l'effort de rapatrier. C'est le sens des réquisitions. Et ce sont d'ailleurs les seuls regrets qu'il a exprimés à l'audience, de ne pas avoir rapatrié ses fonds au moment où des opportunités lui étaient offertes. C'est vraiment les seuls regrets qu'il a exprimés. Oui, il admet quelques erreurs et il confirme qu'il a passé sa vie à servir les autres. Le personnage Balkany, on continue à en débattre dans un instant. Stratégie, quelle stratégie tout à l'heure pour la défense? On l'évoque dans un instant.